commencer notre première table ronde sur cette thématique de la transmission familiale. Mais il y a de multiples façons de transmettre dans le cadre de la famille. Donc pour cela, je vais d'abord appeler les deux animateurs de cette table ronde qui sont des membres du comité de pilotage d'Agrofinance. Donc Arnaud Pradier, donc directeur associé d'IDIA, et Pierre Jourdain, président du directoire d'Azulis Capital. Alors moi, je vais me pousser, je vais vous laisser la place et je vais vous laisser le micro. Je vais appeler Joseph Bourget, président du conseil de surveillance de Sainte-Lucie, Jérôme Fabre, président exécutif de la SAS Compagnie Fruitière, et Léonard Prunier, président de Maison Prunier. À vous. Donc vous avez 45 minutes. Bon, très bien, je démarre. Bon, bonjour à toutes et tous. Merci Nicole pour cette introduction. Donc première table ronde sur la transmission familiale. Donc quand on parle de cession d'entreprise, que l'entreprise est contrôlée par une personne physique, par une famille, on se dit bon, la cession familiale, elle est naturelle, elle est simple. Souvent, c'est une cession qui s'avère assez compliquée, hein, parce que cession familiale veut dire qu'il faut qu'il y ait un successeur. Il faut que ce successeur ou ces successeurs aient envie, effectivement, de relever le défi et soient motivés. Il faut qu'ils en aient les compétences, hein. Il faut que l'ensemble, le reste de la famille accepte, effectivement, cette solution familiale, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Ils peuvent préférer un repreneur extérieur. Hein. Pourquoi lui plutôt que sa sœur ou son frère? Donc il y a un certain nombre de passages à lever. Le corps social également, que ce soit l'ensemble des salariés, les banques ou autres. Pourquoi effectivement c'est un membre de la famille ou non? Il faut ensuite pouvoir financer l'opération. Hein, si c'est un industriel qui reprend, l'argent est là. Les membres de la famille, les plus jeunes, n'ont pas souvent les disponibilités. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de contraintes qui s'accumulent. Donc c'est un vrai parcours de combattant. On voit là, M. Fraioli disait qu'il faut de l'anticipation. C'est peut-être pas 2 ans, c'est peut-être pas 3 ans, c'est peut-être 5 ans. C'est beaucoup de temps en amont pour anticiper tout ça. C'est effectivement beaucoup de discussions, beaucoup d'appui sur des conseils, hein, qui vont aider les uns les autres à avancer dans cette réflexion. Donc on sait que c'est des parcours compliqués. Et on sait qu'à chaque fois, c'est des cas de figure différents. Donc on est absolument ravis que 3 chefs d'entreprise qui ont eu ces parcours et qui sont à des stades différents finalement de la transmission aient accepté effectivement de parler. Hein. C'est pas évident non plus de parler de sa famille, de parler de son parcours. Donc merci à tous les 3 d'être venus. Donc on va vous interroger, Arnaud et moi, hein, sur les différents moments de cette vie, de ce parcours. Donc comment est-ce que ça s'est préparé? Comment est-ce qu'ensuite ça a été mis en œuvre, hein, à quel moment vous avez appuyé sur le bouton les uns ou les autres? Et puis ensuite, quels sont les retours d'expérience, hein, quelles sont les bonnes pratiques à avoir dans ce type d'environnement pour que ça se passe bien, en fait, hein. Et puis, comme on est en agrofinance, hein, c'est comme une rencontre entre des entrepreneurs et des financiers. On vous demandait si vous avez eu le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, hein, la possibilité de rencontrer des partenaires financiers, hein, qui vous ont accompagné soit au capital, soit autour de table évidemment, mais soit au capital, et comment vous avez vécu cet échange, ce partenariat, parce que dans certains cas, ça permet aussi d'aller un peu plus vite, aussi d'acquérir et de pas justement être un peu coincé par cette nécessité de mobiliser l'argent uniquement pour ce passage de relais. Donc, je ne vais pas être plus long parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on va peut-être vous demander, Arnaud et moi, peut-être de vous présenter les uns les autres, de manière à ce que vous avez à la fois des entreprises très différentes en termes de taille, en termes de parcours, donc on puisse un peu poser le décor et ensuite on pourra rentrer sur les 3-4 thématiques, hein, qu'on a exposées, donc comment ça se prépare, comment ça se met en œuvre, et puis si vous avez des bons conseils à donner à l'auditoire, je pense que ce sera avec plaisir. Peut-être pour commencer par vous. Allez. Bonjour, donc je m'appelle Joseph Bourget, je suis aujourd'hui le président du conseil de surveillance de Sainte-Lucie, qui est une société qui œuvre dans les produits culinaires, c'est-à-dire les aides à la pâtisserie et les épices. On a comme concurrents ceux que vous connaissez qui sont américains, hein, Ducros et Vainé. Et donc nous sommes aujourd'hui numéro 2 sur ce marché, petit numéro 2, mais numéro 2 quand même. Comment s'est passée cette expérience
j'allais dire d'abord d'anticipation, de reprise d'une société et ensuite de donation, si je puis dire, au moins de la maîtrise aux enfants. En fait, en 2003, moi-même, j'ai repris l'entreprise avec un associé et avec un pool bancaire. Assez rapidement, cet associé partant à la retraite 2 ans après, assez rapidement, mon fils est venu dans l'entreprise en 2004. Il était à ce moment-là entre 2 jobs en finance et je lui avais juste demandé de m'aider à faire un tableau de bord parce que j'en avais besoin, comme on était en système de LBO. Et à ce moment-là, il est venu et ça s'est bien passé. Et il m'a dit ton truc, c'est assez sympa. Donc il est resté dans l'entreprise. Je vous passe les étapes assez rapides. En 2008, il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on a repris la majorité. Et comme ma fille était aussi, elle, financière et était à Londres, elle est revenue à ce moment-là. Et elle a mis aussi un peu d'argent dans l'entreprise, comme son frère d'ailleurs, parce que j'ai insisté pour que tous les deux soient légitimes sur un plan actionnariat. À ce moment-là. Ensuite, nous avons repris la majorité totale, c'est-à-dire 100% du capital en 2011, pour ensuite faire progresser l'entreprise. Et à ce moment-là, en 2011, moi j'ai imaginé déjà de céder, alors peut-être à eux, peut-être pas à eux. On expliquera plus tard comment tout ça s'est arrivé. Et pour être aujourd'hui, moi je travaille plus, je conseille et je surveille, hein, donc ça me suffit, ça, comme ça. Donc Léonard Prunier, moi je suis président de la société Prunier, alors j'espère avoir quelques consommateurs dans la salle. Donc nous on est fabricants de charcuterie haut de gamme, des rillettes, des pâtés, des ballotines. Et l'histoire de l'entreprise commence avec nos arrière-grands-parents qui étaient des artisans charcutiers qui sont installés à Connerré. Puis après nos grands-parents ont repris, ont développé l'entreprise, je dirais surtout dans le secteur grossiste BCT, donc boucher, charcutier, traiteur. Donc les grossistes venaient d'entreprise prendre les produits puis livrer nos clients. Ensuite, mon père a développé l'entreprise, a ajouté à ce secteur-là la partie grande distribution au rayon coupe, parce que notre métier à la base, nous, c'est le rayon coupe. Et puis maintenant, on a rajouté à tout ça une partie livre-service dans la grande distribution. Donc nous, on est une entreprise, on fait 30 millions de chiffre d'affaires, on est 160, c'est basé à Connerré, donc qui est vraiment le berceau historique de l'histoire des rillettes, ce qui fait notre ADN familial. Après, nous, on vient de finaliser la reprise, on va après, mais on est complètement indépendant. Bonjour, Jérôme Fabre, président exécutif de la compagnie fruitière. Alors, comme mon collègue, je suis à peu près certain que vous avez au moins une fois mangé de nos produits, puisque nous, on produit des bananes. C'est un peu moins cher que les produits de Monsieur Prunier. Et sans doute des bananes compagnie fruitière, c'est une entreprise qui est une verticale intégrée entre la production, le transport maritime, les opérations portuaires, l'import et la distribution de fruits. Donc, les 2 tiers sont de la banane, c'est ce qu'on appelle vulgairement une compagnie bananière. Si en plus je vous dis que je suis Marseillais et que nos pays de prédilection c'est l'Afrique, j'ai terminé une présentation idyllique de mon entreprise. 21 000 collaborateurs, une démarche RSE extrêmement forte, puisque dans les pays dans lesquels nous opérons, ces derniers n'ont pas la chance d'avoir les infrastructures que nous avons dans notre pays, et donc en conséquence de quoi l'entrepreneur, l'entreprise, surtout quand elle est de notre taille, a une véritable responsabilité pour participer au développement du pays. C'est aujourd'hui une entreprise principalement familiale, mais qui a toujours vécu en association soit de famille, soit famille avec entreprise, ou aujourd'hui, plus récemment, investisseurs financiers. Donc la particularité, je dirais, de notre expérience, c'est que du point de vue de la relation actionnariale entre une famille et d'autres investisseurs, d'autres actionnaires, elle est multiple, elle est variée, elle est très riche. Moi-même, aujourd'hui, je représente la 3e génération. Je ne suis pas le seul membre de la famille à l'intérieur du management, mais je ne suis pas actionnaire, puisque aujourd'hui, certains de mes cousins sont actionnaires, eux, et pas présents dans l'entreprise. Et mon père, qui représente la branche majoritaire, détient encore les actions. Donc c'est une passation managériale, mais pas une passation actionnariale. Voilà. Alors, je vous propose d'aborder un premier thème qui est celui de la préparation de
la transmission. Monsieur Fraioli l'a bien souligné tout à l'heure, c'est un élément assez essentiel de la réussite de vos projets. Vous avez des itinéraires très différents. Donc la question que l'on a envie de vous poser, c'est d'une part, quand est-ce que cette question s'est posée dans la trajectoire de vos entreprises, dans vos trajectoires personnelles? Comment vous avez conduit cette réflexion? Est-ce que c'est une réflexion en cercle fermé, familial, d'une certaine façon, avec des conseils, peut-être des coachs, des conseils externes? Et puis aussi, comment les autres membres de la famille ont-ils accueilli le sujet et comment se sont-ils positionnés par rapport à ce projet? Monsieur Prunier, je vais vous demander peut-être de commencer par votre retour d'expérience. Oui, Si alors nous, quand est-ce que la question a été posée? C'est une question très dure, parce qu'en fait, on est né dans l'entreprise. Donc moi, j'ai vécu toute mon enfance dans l'entreprise, donc mon frère aussi. Donc ça a toujours été très présent. Après, on a fait des parcours différents. Alors moi, j'ai fait un choix de commencer à travailler en dehors de l'entreprise familiale. Mon frère, je dirais, lui a fait le choix de commencer dans l'entreprise. Donc voilà, après, les choses, je dirais, c'est avec l'âge qu'elles ont commencé à mûrir. Moi, je suis revenu en 2005 dans l'entreprise, et puis on a fait la reprise l'année dernière, donc ça a pris 12 ans, je dirais, de franchissement d'étapes, de nous aussi de faire nos preuves, qu'on était, on était en capacité de reprendre l'entreprise, de la diriger, de la pérenniser et de la développer, parce que il ne s'agit pas de la reprendre, l'entreprise, mais il faut aussi qu'elle se développe, assurer les emplois, puis continuer à la développer. Après, donc aujourd'hui, on a repris à 3 dans l'entreprise avec mon frère et notre sœur qui finalement est venue avec nous dans l'aventure. On a un de nos frères qui ne fait pas partie de l'aventure. Il a toujours été très clair dans notre schéma que si on pouvait, on n'avait pas d'actionnaire externe à la famille et aux dirigeants, à ceux qui étaient impliqués dedans. Donc on a réussi à le faire, on a été suivis par nos banquiers là-dessus, mais c'était un choix qu'on souhaitait, je dirais, par quelque chose qu'on avait fixé, et bon, ça a été possible, donc on a réussi à le réaliser. Et nous, on s'appuie énormément sur nos conseils externes, hein. Ça, c'est vraiment entreprise, on s'ouvre beaucoup à l'extérieur à ce niveau-là. Donc sur l'opération de reprise, évidemment, il y a le fiscaliste, mais qui est notre fiscaliste habituel. On s'est appuyé sur KPMG pour l'évaluation. On parlait d'évaluation, ça c'est un sujet compliqué, hein, c'est toujours trop cher pour les acheteurs et c'est toujours pas pour le vendeur. Mais il y a un moment, il faut trouver un terrain d'entente qui soit réaliste quand on est dans une perspective d'assurer la pérennité. Donc chacun doit bouger un peu, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué, trouver le bon niveau. Et puis aussi, on s'est beaucoup entouré de 2 personnes qui travaillent habituellement avec nous en ressources humaines, mais avec des coachings et des aides à trouver, je dirais, nous, le bon équilibre, la bonne organisation, parce que voilà, à plusieurs, c'est comment l'actionnariat reflète l'activité de chacun. Enfin voilà, c'était de trouver la bonne organisation en tant qu'actionnariat, et puis après, opérationnellement, dans l'entreprise aussi. Je ne sais pas si ça... Oui, très bien. Merci. Monsieur Bourget, peut-être pourriez-vous commenter votre propre cheminement et comment vous l'avez mené? Je dirais que dans notre entreprise, le cheminement a été fait de manière, j'allais dire, à la fois assez naturelle, et en même temps, je ne voulais absolument pas, en tant que papa des 2 enfants, les obliger d'aucune manière. En d'autres termes, nous avons commencé par regarder ce qui se passait à l'extérieur, quels étaient potentiellement des acheteurs à certains moments dans les années 2010-2011. Et puis finalement, on s'est assez rapidement rendu compte qu'il fallait mieux faire une transmission d'entreprise, sachant qu'il fallait à ce moment-là que mes 2 enfants soient d'accord pour piloter ensemble, ce qui n'est pas toujours évident, hein. J'imagine que vous connaissez ça dans vos propres familles. Donc c'est pas facile que le papa et les 2 enfants s'accordent pour une continuité. Bon, en revanche, ça se passe très bien parce que tout simplement, il faut également s'assurer en tant que père que tout ça se passe dans les meilleures conditions du monde. Alors le monsieur qui présentait tout à l'heure la problématique affective, il est évident que dans une famille entre la maman qui est aussi plus ou moins présente, qui en tous les cas sert de ciment à la famille, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est quand même l'élément essentiel qui cimente les enfants, et avec le papa. Donc même quand de temps en temps, comme dans toute famille, il peut y avoir des petits soucis. Et l'essentiel, c'était de s'assurer
à mon sens, qu'effectivement les enfants voulaient véritablement reprendre cette entreprise. Et donc j'en parle, je l'évoquais tout à l'heure, la première chose que j'ai demandé qu'ils fassent, c'est qu'ils soient légitimes dans l'entreprise, ne serait-ce que pour se présenter à des personnes extérieures, c'est-à-dire qu'ils soient déjà très rapidement actionnaires. Et donc ils se sont endettés pour le faire, parce que ça me paraissait normal qu'ils soient actionnaires dans un premier temps, même si ce n'était pas un niveau très élevé. Mais en tous les cas, ils étaient légitimes dans l'entreprise. Alors c'est une manière de faire qui n'est peut-être pas habituelle, mais en tous les cas, c'était la mienne, comme dit l'autre. Et donc, il est important pour moi de passer par cette étape. Ensuite, si vous voulez, tout s'est passé de manière relativement naturelle. Parce qu'à partir du moment où les enfants cohabitent avec le papa, moi j'avais gardé mes fonctions de président de l'entreprise. C'est-à-dire que très clairement, jusqu'en 2015, voire 2015 et 2000, c'est-à-dire quasi 2016, moi j'ai considéré mes enfants comme des opérationnels dans le domaine dans lequel ils étaient, parce qu'ils ont pris des domaines opérationnels très particuliers, et je les ai considérés comme les autres cadres, chefs de service de l'entreprise, exactement de la même manière, sans leur faire de fleurs, sans être forcément plus sympathique que ça dans des comités de direction. Ce sur quoi je voudrais revenir sur quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur, parce qu'il se trouve que j'ai un parcours surtout dans des sociétés, grandes sociétés, et j'ai toujours remarqué que dans les grandes sociétés, il y avait très peu de respect, très peu de bienveillance, et quelquefois pas de dynamisme. Et donc je me suis appliqué à prendre le contre-pied de tout cela, c'est-à-dire qu'à mon sens, quand on veut transmettre, il faut déjà être très respectueux de ses propres enfants, mais aussi des autres. Il faut être très respectueux aussi de la culture entreprise, parce qu'on oublie de temps en temps, mais une entreprise est une personne morale, certes, mais une personne. Une personne morale a une culture. Il ne s'agit pas de la bousculer. Il s'agit simplement de l'accompagner, il s'agit de faire avec. Et ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, bienveillance, ça veut dire quoi? Le volet bienveillance, à mon sens, c'est d'être très tolérant, d'accepter les erreurs. On fait tous des erreurs qu'on appelle de temps en temps des conneries. Mais en tous les cas, on apprend de ces erreurs, et à partir du moment où ils ne tuent pas, on apprend. Et l'essentiel, c'est d'être plus fort le lendemain que la veille, c'est-à-dire être capable de cultiver cette erreur de manière à faire en sorte que celle-ci, on ne la recommence plus, et puis, etc., etc. Et en même temps, alors il y a eu une petite chance aussi, c'est qu'en cultivant cela, dès 2007, moi je me suis attaché à recruter des chefs de service qui, globalement, avaient l'âge de mes enfants. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le plus vieux chef de service, c'est mon fils qui est président à 42 ans, et les plus jeunes chefs de service ont 32 ans. Donc, c'est une société extrêmement jeune aujourd'hui, à part moi qui suis le papy de service, pardon, mais bon, voilà. Et le dernier point, c'est le dynamisme. Il y avait le philosophe Alain qui disait le pessimisme est de nature et l'optimisme est de volonté, c'est-à-dire qu'à mon sens, il faut surtout s'attacher à recruter des personnes qui sont optimistes, c'est-à-dire qui apprennent à marcher tout en marchant, qui n'ont pas peur des étapes. J'ai souvent tendance à dire que quand on a commencé à marcher, on marchait à quatre pattes, après on s'est mis debout et après on se cassait la gueule souvent, mais on se relevait. Bon, une entreprise, c'est exactement la même chose. Et moi, à 67 ans, j'ai pour habitude de dire aussi que ce n'est pas très grave quand on tombe. L'essentiel, c'est de se relever et de faire avancer l'entreprise. Donc voilà la philosophie et en même temps, là, j'allais dire, l'historique de la reprise. Donc pour faire clair, ça a commencé dans ma tête à moi en 2007. Ça s'est traduit avec les enfants plutôt en 2011 et ça s'est concrétisé en 2015. Voilà les grandes étapes. Bon, donc un temps de réflexion, de gestation, enfin une progression assez longue, mais on comprend bien que c'est une nécessité pour aboutir à un projet. Après, j'imagine que ça dépend, bien entendu, des personnalités, ça dépend de la manière dont on veut transmettre une entreprise. J'entendais tout à l'heure qu'il faut au minimum 2 ans. Je peux le comprendre à partir du moment où on reprend une entreprise de scratch, on se positionne à côté d'un patron, on reprend l'entreprise. Après, j'allais dire que toutes les étapes sont ce qu'elles sont. Chacun peut avoir une opinion, c'est assez difficile de juger. En revanche, en famille, l'avantage, c'est que nous avons le temps. L'autre avantage, c'est qu'on n'a pas la pression d'actionnaire sur le résultat, ce qui est un avantage sensible par rapport à une pression que chacun peut connaître ou ont pu connaître. J'allais dire, c'est une forme de liberté
qu'en tous les cas, moi, je revendique, qui est vraiment importante. Alors, Jérôme, tu diriges la société au stade de la 3e génération familiale. Comment tu commenterais cet itinéraire et la démarche de la famille Fabre, finalement, par rapport à l'entreprise? Je pense que mon père pourrait être d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Pour revenir à l'historique, quand est-ce que l'idée d'une transmission familiale a démarré? Je vous dirais qu'aussi loin que je m'en souvienne, à titre personnel, j'ai eu envie de travailler dans l'entreprise. Est-ce que c'est une orientation donnée par mon père et ma mère? J'insiste aussi sur le rôle de la maman. Est-ce que c'est une volonté? Je pense que c'est un petit peu des deux. Mais c'est vrai que quand on passe ses journées, ses week-ends, ses déjeuners à parler de l'entreprise, à entendre parler de l'entreprise, évidemment, ça vous marque un tout petit peu. Et je dirais que cette transmission, vous pouvez la retrouver pas uniquement que chez les chefs d'entreprise, vous la retrouvez dans des générations de médecins. Je crois que c'est avant tout la transmission de valeurs, la transmission d'état d'esprit qui peuvent s'exprimer dans le cas particulier des chefs d'entreprise dans leur outil de travail. Je me souviens d'un moment marquant, parce que nous-mêmes n'avons jamais été 100% actionnaires de notre entreprise, on est majoritaire, mais on a eu depuis le début des années 90 jusqu'aux années 2014, un actionnaire minoritaire de taille importante, qui était Dole, c'est-à-dire le leader mondial de notre secteur, et une entreprise qui faisait à l'époque à peu près 15 fois notre taille. Et quand il est rentré au capital, je me souviens très bien, j'avais 13 ans et je le disais à Arnaud, le président de Dole Europe à l'époque, qui était un Américain, qui aujourd'hui est un de mes mentors et un ami proche, m'a dit alors c'est pas trop bizarre d'avoir Dole au capital? Et je lui réponds un peu crânement, non, il n'y a aucun problème parce que dans l'avenir c'est nous qui vous rachèterons. Et ça a failli presque se faire, mais bon, ça s'est pas fait. Donc au demeurant, je dirais la transmission de l'entreprise, elle a démarré très jeune. Moi, je suis rentré dans l'entreprise après 1 année et demie à l'extérieur et j'ai commencé au bas de l'échelle. J'ai commencé comme vendeur sur le marché de Rungis et puis ensuite, petit à petit, j'ai pris un pôle d'excellence opérationnelle et au fur et à mesure, je suis monté en puissance à l'intérieur de l'entreprise et à un moment ou à un autre, la transmission s'est faite au travers de quelques faits d'armes, si vous pouvez m'exprimer, si vous pouvez m'accorder cette expression. Et dans notre cas, quand Dole est sorti du capital et que nos actionnaires actuels minoritaires, que sont Idia, Unigrain et la Société Générale, sont rentrés au capital, c'est moi qui ai dirigé ces opérations, qui ai participé aux négociations, âpres d'ailleurs, avec nos partenaires financiers, mais c'est ce qui en a fait tout le sel et ce qui fait que le lien est aujourd'hui extrêmement fort. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la présidence exécutive de l'entreprise. C'est-à-dire que l'acquisition de la légitimité, notamment quand on est un fils d'eux ou fille d'eux à l'intérieur d'une entreprise, elle peut se faire de différentes manières, soit en mettant au pot, comme en devenant actionnaire, soit dans notre cas, en réalisant un certain nombre d'opérations qui vont vous imposer vis-à-vis d'un management qui est souvent établi, qui est en partie, je dirais, les proches collaborateurs de la génération précédente. Et donc, il faut qu'ils vous adoubent, qu'ils vous acceptent, de la même manière que nous, on doit travailler avec eux. Et donc cette transmission, elle se fait à l'intérieur de la famille, bien entendu, mais elle se fait aussi avec les autres collaborateurs du groupe. Mon père a souvent l'habitude de dire le chef, c'est pas celui qu'on impose, c'est celui qui s'impose. Et je crois que dans le cadre d'une entreprise familiale, cette règle est absolument vraie. Il n'y a pas de légitimité, je dirais, liée à un ADN ou à une naissance. L'entreprise n'est pas une démocratie, c'est pas pour autant une monarchie. Et donc, à ce titre-là, il est absolument fondamental pour la réussite de la transmission, en tout cas du point de vue managérial, que les suivants fassent la démonstration vis-à-vis de toutes les parties prenantes, internes et externes, de leurs compétences et de leur envie. Voilà, parce que c'est des hommes et des femmes qu'on suit. Avant tout, ce n'est pas uniquement de l'argent ou une stratégie. Voilà, donc, dans ce cadre-là, je dirais que pour moi, la transmission, elle a commencé il y a très longtemps. Elle a pris vraiment, je dirais, des choses d'une manière concrète au fur et à mesure de mon intégration de l'entreprise, des étapes que j'ai franchies.
Et je serais très tenté de vous dire qu'elle se terminera finalement très très loin et le plus loin possible. Une transmission, c'est jamais terminé. En conclusion, je dirais une chose qui m'apparaît importante, c'est que le dirigeant qui transmet, il doit exprimer la volonté de transmettre. Ça, c'est un point fondamental. Mais si par ailleurs, il n'y a pas une volonté exprimée de celui qui reçoit de recevoir, ça ne peut pas marcher. Voilà. J'ai toujours considéré à titre personnel qu'on construit l'avenir sur le passé et le présent, et que donc en conséquence de quoi, c'est un dialogue entre celui qui transmet et celui qui reçoit. Et c'est, je crois, un élément qui est vraiment fondamental dans la réussite d'une transmission. Et ce dialogue-là, c'est un dialogue qui prend du temps et qui ne peut pas se faire, je dirais, en quelques mois, voire quelques années. Très bien, merci beaucoup pour avoir bien alimenté cette section, on va dire, sur la préparation effectivement de cette transmission. Une question qu'on pourrait se poser, c'est comment ça se vit ensuite, parce que nous, investisseurs financiers, on a l'habitude d'avoir une relation avec le management, avec les équipes. Je dirais pas qu'il n'y a pas d'affect, parce qu'il y en a beaucoup, hein. On s'attache beaucoup aux gens. Par contre, on est super rationnel. On sait que dans des relations familiales, ça peut être un peu différent. Par moments, on s'échappe un peu de la rationalité parce qu'il y a l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc, quand vous avez effectivement réalisé cette transmission et ensuite quand vous vivez l'entreprise avec une partie de la famille qui est à l'extérieur, qui peut être actionnaire ou pas actionnaire, effectivement, comment se passe effectivement cette relation? Est-ce que vous avez un mode relationnel particulier, effectivement, avec le reste de la famille, ou est-ce que c'est simplement une relation tout à fait normale? Donc, je ne sais pas, peut-être pour commencer, Léonard, je ne sais pas si vous voulez nous dire quelques mots. Oui. Alors nous, je dirais, on travaille ensemble. Donc dans l'entreprise, donc un de nos frères, notre frère n'est pas dans l'aventure. Je dirais parce qu'il n'en avait pas l'envie, puis il n'en avait pas les capacités, les compétences. Donc on est à 3 avec mon autre frère, on est tous les 2 dirigeants. Donc nous, on se voit, je dirais, presque quotidiennement. Et puis notre sœur, Philomène, qui est aussi actionnaire avec nous, mais elle est opérationnelle dans l'entreprise sans être dirigeante. Donc je dirais les échanges... Dans l'entreprise, on n'a jamais su, nous, structurer les échanges familiaux autour de l'entreprise. Ils ont toujours été très informels, permanents. Enfin, avec notre grand-mère, c'est toujours pareil. Enfin, voilà. Donc là-dessus, nous, on n'arrive pas à mettre en place des réunions claires. Ça ne marche pas, ça. C'est quand on a besoin de se parler, on se parle. Et puis, alors, ce qui fait qu'on... Apparemment, le danger de ça, hein, c'est d'être pris dans le quotidien. Et en même temps, c'est un peu dans tous les métiers, mais tout va très vite. Donc, en fait, on dirige, on décide, on avance. De temps en temps, on se pose. Mais voilà, donc nous là-dessus, on n'arrive pas, on n'a jamais... Et du temps de papa, c'était pareil. Lui avait voulu mettre à un moment des espèces de conseils d'administration. Enfin, ça durait 1 an. Puis, voilà, je dirais ça, c'est peut-être le côté... je dirais pas le mauvais côté, mais le fait qu'il n'y ait pas d'autres actionnaires, on mélange tout, quelque part. Mais c'est aussi comme ça, c'est aussi notre force. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Jérôme, peut-être, parce qu'effectivement, on peut aussi mettre en place une gouvernance en faisant intervenir les administrateurs extérieurs, enfin, de manière à effectivement mettre un petit peu de, je dirais pas de rationnel, parce qu'il y a beaucoup de rationnel, mais Alors, mettre un mode relationnel plus normal. Nous, on est un peu hybride. Voilà, parce que dire que tout est formalisé dans notre entreprise, ce serait être de la plus pure mauvaise foi. Parce qu'une relation entre entre frères ou avec un père, ça ne se formalise pas au travers d'un conseil d'administration. Mais il est vrai que, je dirais, la présence de Dole à notre capital, et puis ensuite, et encore aujourd'hui, donc, de nos investisseurs financiers, de nos fonds à nos côtés, nous a grandement aidé pour bien formaliser la gouvernance d'entreprise. Donc on a des conseils d'administration qui se tiennent, et je dirais les conseils d'administration, enfin de direction, puisqu'on est une SAS, des sociétés familiales se tiennent aussi, de manière formelle. Et c'est vrai que moi j'ai toujours vécu l'alliance avec des tiers non familiaux, et donc c'est un mode de fonctionnement normal pour moi, et je ne pourrais pas imaginer que le déjeuner du dimanche ce soit le conseil de direction de l'entreprise, parce que de mon point de vue c'est extrêmement difficile en fait de pouvoir
tirer, je dirais, des conclusions d'une stratégie. Pour une raison simple, c'est qu'on est tous actionnaires familiaux, passez-moi l'expression, on est tous forts en gueule, et donc évidemment, chacun va essayer d'imposer son point de vue, et à la fin, ça finit, pas toujours évidemment, mais à qui sera le plus costaud. Et donc, l'intégration du tiers expert comme élément modérateur et comme élément de facilitation d'une prise de décision rationnelle, pour nous, est très utile. Voilà. Et ça nous a vraiment aidé dans ce sens-là. Nous avons des actionnaires familiaux qui sont non opérationnels. Et pour moi, c'est extrêmement simple. Hein, c'est un actionnaire comme un autre. C'est-à-dire que, en tant que président exécutif, je sers autant les intérêts de la holding familiale, qu'ils soient avec des actionnaires managers ou des actionnaires managers, IDIA ou Unigrain. Je ne fais pas de différence entre eux. Je dois le même niveau d'information et je dois la même qualité de relation. Merci beaucoup. Et vous, Joseph, enfin, là, l'ensemble de la famille est dans la famille, donc il n'y a peut-être pas cette nécessité d'informer. Par contre, est-ce que vous appuyez sur des conseils particuliers ou comment vous gérez votre... Oui, moi je rejoins ce qui se disait tout à l'heure. C'est assez difficile de faire un comité de pilotage le dimanche midi, surtout quand il y a 3 ou 4 gosses qui tournent autour et qui sont un peu des vilains petits galopins, comme tous les petits. Et c'est sur quoi ils veulent déjà reprendre l'entreprise, alors, même s'ils ont 8 ans, vous voyez, donc il y a déjà du jus de ce côté-là. Mais non, c'est assez compliqué. En revanche, moi je suis assez persuadé que dans toutes les étapes, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais dans toutes les étapes dont on parle tout à l'heure, de prise j'allais dire, de pouvoir des enfants, ça s'est toujours passé dans un comité de pilotage avec 3 personnes extérieures, c'est-à-dire nous 3 et 3 personnes extérieures. Mon épouse nous a clairement dit s'il y a besoin de quelqu'un pour arbitrer, je viendrai avec mon bon sens, mais tant que vous n'avez pas besoin de moi, ça va bien comme ça, je préfère rester indépendante. Bon. Mais ces 3 personnes extérieures, j'allais dire, ont été choisies sur le volet. Il y a un peu de ça, mais il y a un peu également, ce sont des personnes extérieures qui ont une longue expérience de l'entreprise, qui ont une longue expérience. Alors, ils ont chacune leur particularité. Il y en a une qui est très axée sur tout ce qui est chiffrage, comptabilité, etc. L'autre qui est très axée sur les aspects sociaux et juridiques, et l'autre qui est très axée sur le business. Voilà. Donc il y a les 3 grands pôles en fait qui font qu'une entreprise fonctionne assez bien. Ces 3 grands pôles-là sont représentés. Et on n'hésite pas également, parce que dans une entreprise PME, on est de loin, on n'a pas toutes les compétences dans une PME. Vous qui connaissez sûrement aussi les multinationales, il suffit de décrocher un téléphone et d'avoir le responsable juridique, le responsable financier, etc. Dans une PME, quand vous décrochez le téléphone, moi je me rappelle en 2003, quand je décrochais le téléphone, c'était ma main gauche qui parlait à ma main droite, pour être clair. Donc du coup, c'était assez simple comme lien. Maintenant, c'est un peu plus structuré, mais on a pour habitude, effectivement, d'avoir à côté de ça des conseils, et ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais généralement, quand on a des conseils dans un domaine ou un autre, on les double. Alors, c'est pas du tout parce qu'on n'a pas confiance dans le premier, mais que tout simplement, quand il y en a 2 qui savent travailler ensemble, on se dit que 1 + 1, ça fait plus que 2, sur un plan intellectuel, et au moins, nous sommes quasiment sûrs de ne pas avoir une seule vision des choses. Ça arrive de temps en temps, quand on a 2 conseils qui ne sont pas d'accord sur une formulation ou sur un système, mais ça permet au moins d'avoir un véritable, de se forger une véritable conviction sur là où on doit aller. Alors vous me direz, ça coûte 2 fois plus cher, pas nécessairement, parce qu'on y passe quelquefois 2 fois moins de temps. Et comme vous savez que les conseils ils marchent assez souvent au chronomètre, donc finalement, c'est assez agréable comme ça. Donc voilà, en ce qui concerne la gouvernance, on mélange assez peu souvent les déjeuners ou dîners familiaux, qui arrivent évidemment très souvent, parce qu'en même temps, il se trouve que mes enfants déjeunent assez souvent le midi à la maison, vous voyez ce que je veux dire, donc on est relativement proches. Et si on parlait business à chaque fois qu'ils déjeunent à la maison, je pense que les déjeuners seraient effectivement des vrais conseils, mais ça serait toute la semaine, donc c'est un peu compliqué. Voilà. Et on peut peut-être approfondir ce thème de la relation avec les investisseurs financiers. Ça a été dit tout à l'heure, il y a beaucoup de cravates effectivement dans l'assistance, donc des financiers qui seront intéressés à vous entendre là-dessus. Il y a plusieurs expériences. Jérôme
a déjà assez largement commenté donc, et expliqué qu'il y avait un historique en fait, de participation au capital de tiers à la famille. Alors les questions que nous souhaiterions vous poser, c'est en fait, vous êtes-vous posé cette question et si oui, quelle en était la motivation de faire intervenir un tiers au capital? Quel est l'impact un peu plus précis sur la gouvernance et est-ce que quel peut être l'apport de ces tiers au capital? Et puis on peut commencer par Léonard qui nous a expliqué que en fait, le choix avait été fait très en amont de financer cette reprise par de la dette bancaire et donc par du capital exclusivement familial. Donc c'est intéressant de vous entendre. Est-ce que ça, quelque part, est-ce que ça n'obère pas potentiellement, tout dépend du mode de financement, enfin du levier de financement, le développement de la société, voilà. Est-ce que vous le referiez de la même façon? Alors nous, je dirais, je reviens juste à quelque chose. Moi, je suis rentré dans l'entreprise comme directeur financier, donc en 2005. Donc ça fait 12 ans que j'ai fait tous les financements de l'entreprise. Donc je dirais, j'ai une relation très proche avec nos partenaires banquiers. Et notre pool bancaire est stable depuis, moi je suis arrivé en 2005, donc c'était déjà les mêmes banques, je crois, depuis les années 2000. Donc il y a une grande fidélité avec nos banques et il y a une très bonne connaissance et une grande confiance qui est instaurée. Donc on a toujours tenu les engagements qu'on a donnés. Je dirais, donc là-dessus, il y a une grande confiance qui est établie. Donc nous, tous nos banquiers, donc c'est que des mutualistes. Et ils nous présentent leur société de financement, ils essayent de... Mais nous, on leur dit non, on veut le faire tout seul. Donc, je dirais un peu la méthode qu'on a utilisée. Alors nous, la reprise s'est faite donc, avec un pacte du Trey, mais alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, suivant les avantages acquis ou quelque chose comme ça, enfin, je ne sais plus quel est le terme juridique exact, avec une partie de donation de notre père avec Soult pour notre frère qui n'était pas actionnaire, et puis donc de la dette bancaire, et puis une partie de crédit vendeur. Et alors nous, on a 4 banques au pool bancaire, donc on a fait un pool bancaire. Là, les choses sont allées très vite, c'est que les banquiers, il faut donner un timing très très serré, sinon on n'y arrive pas. Et on leur a dit, vous êtes 4 aujourd'hui, on avait bien préparé le dossier. À terme, on voudrait qu'il n'y en ait que 3. Alors là, ils étaient tous autour de la table, hein, plus la BPI qui intervient dans l'entreprise depuis longtemps. Et là, ils ont dit, Monsieur Prunier, nous, ce qu'on souhaite, c'est rester à 4. Par contre, on s'engage à vous faire un truc... des très 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 bonnes conditions. Et nous, dans notre tête, on allait faire un deuxième pool bancaire avec des banques qu'on n'avait pas au capital. Alors c'est sûr, quand ils sont revenus tous 3 semaines après avec les offres qu'ils nous ont faites, on a dit c'est bon, on est d'accord, on reste avec vous. Les taux d'intérêt, on est en dessous de 1, donc sur une dette senior. Donc on n'a pas cherché à les gratter. Il y a un moment, je dirais, moi, nous, dans l'entreprise familiale, il y a un moment, ce qui compte, c'est pas à quel prix on achète les choses, c'est que tout le monde s'y retrouve. Donc nous, ça nous convenait, ça nous permettait de développer, ça nous permettait de faire la manière dont on voulait le faire. Donc on y va. Aujourd'hui, je trouve qu'on est... Alors je m'occupe pas mal du commerce d'entreprise. On est arrivé dans un système de négo, on est tout le temps en train de grappiller pour un dixième de dixième de dixième. Enfin, il y a un moment, c'est pas comme ça qu'on crée de la valeur. La valeur, elle se fait pas par la baisse des coûts, elle se fait, et le développement de l'entreprise se fait par la création de valeur. Donc voilà, nous, ça s'est fait comme ça, assez facilement. Mais je dirais, nos 4 banques, ça faisait un bout de temps qu'ils voulaient que l'affaire se fasse. Donc ils étaient prêts, les dossiers, même chez eux, devaient être montés. Mais voilà, ce qui nous a permis de le faire. Alors après, sur l'avenir, voilà, ça a été notre choix à l'instant T. Maintenant, on a des perspectives de développement. Pourquoi pas faire de la croissance externe? Je dirais la question se posera sûrement différemment. Parce que là... on s'est quand même endetté pour 7 ans, il nous en reste encore 6. Donc maintenant, il faut aussi investir. Donc voilà, on peut pas pouvoir. Mais je dirais, la reprise, là, ce qu'on a repris, c'est notre histoire de famille, c'est l'entreprise source. Après, si on doit aller s'agrandir par de la croissance externe, ça sera une autre question. Voilà. Mais on espère qu'on aura les mêmes taux d'intérêt. Faut me filer les noms des banques. Nous, de notre côté, donc, je dirais, on a une relation étroite avec nos 3 investisseurs financiers.
Bon, d'abord, pour deux, ils font partie de notre pool bancaire depuis des années, hein, puisque IDIA, c'est Crédit Agricole, et Société Générale, Capital Partners, comme son nom l'indique, c'est Société Générale. Donc on les connaissait comme banquiers et maintenant on les connaît aussi comme actionnaires. Ce n'est pas les mêmes personnes et à ça se rajoute Unigrain. Et en fait, ils sont rentrés quand Dole est sorti. Quand Dole a décidé de sortir du capital pour des raisons en fait, purement financières, parce que l'actionnaire de Dole avait besoin de cash, tout simplement, et que la participation dans la compagnie fruitière était non stratégique, la question s'est posée, on reste en 100% en famille ou pas? Et ça ne nous est jamais arrivé depuis la création d'entreprise en 1938. Parce qu'en 1938, c'était déjà 3 associés ensemble, et donc pas les membres d'une même famille. Moi, ma position a toujours été claire. On ne pouvait pas rester 100% dans la famille. Voilà, parce que dans le groupe que l'on a, et c'était pour moi absolument nécessaire d'asseoir ma légitimité, évidemment vis-à-vis des collaborateurs, par l'intermédiaire d'actionnaires tiers, voilà, qui reconnaissaient ma compétence de dirigeant. Je serais tenté de dire, les membres de ma famille peuvent toujours être très indulgents vis-à-vis les uns des autres. Hein. Et donc, en conséquence de quoi, on n'a pas, je dirais, de vision absolument neutre. Et de ce point de vue-là, je dirais, le regard de l'actionnaire financier, lui, il est dénoué d'affect, sans pitié. Et c'est bien comme ça, parce que ça nous permet, à nous, actionnaires managers, d'être, ça ne veut pas dire sans compréhension. J'en ai un qui est dans la salle, il me regarde, l'air de dire, mais je crois que c'est extrêmement important, parce que entre nous, on ne sait pas qu'on se pardonne tout, mais on peut se pardonner beaucoup et parfois faire des erreurs. Donc pour moi, c'est extrêmement important parce que en tant que dirigeant d'entreprise, certes, on protège les intérêts d'une famille, mais je le vis comme ça. Nous, on a la responsabilité de la vie de 21 000 collaborateurs et leurs familles. Et c'est vrai à partir de 1 collaborateur. Un dirigeant d'entreprise qui a 1 salarié, il est responsable en partie de la vie de cet ou de ce salarié. Et donc, je crois que on n'a pas droit à l'erreur aussi pour ça. Ce n'est pas que notre capital familial dont on est responsable et de nous-mêmes. Donc vraiment, la relation avec l'investisseur financier, nous, elle nous permet aujourd'hui d'avoir ce benchmark. Évidemment, je vous dirais, quand on a des actionnaires comme ceux-là au capital, dans les relations avec les banques, c'est toujours plus agréable, il faut dire les choses comme elles sont. Hein, parce que c'est un gage de confiance, de solidité dans l'entreprise, de reconnaissance d'une excellence opérationnelle. Évidemment, la contrepartie, c'est que s'ils s'en vont, le message est un peu plus négatif. Et puis ensuite, je sais que quand se posera la question de la transmission actionnariale, ce qui n'a pas encore été fait dans notre cas, eh bien, ça pourra être aussi des soutiens, des conseils et éventuellement, évidemment, des soutiens financiers si le besoin s'en fait sentir. Oui, nous concernant, j'allais dire que la partie financière a été très importante dans l'étape 2008-2011. Et là, nous avons eu un support d'un fonds privé qui nous a permis premièrement d'acquérir les 50,02% du capital pour être majoritaire. Et ensuite, nous avons repris à cette société les actions. Nous avons racheté ces actions-là en 2011 pour devenir à 100% majoritaire. Il est évident que sans eux, on n'aurait pas pu faire l'opération. Donc c'est très important. J'allais dire que jusqu'aujourd'hui, mes enfants étant tous les deux des financiers, j'en entends parler à peu près 4 fois par jour, donc je connais la problématique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, nous sommes indépendants parce que ça fonctionne bien en tant qu'indépendants, donc on a 100% du capital. Ça a certains avantages, ça peut avoir certains inconvénients, effectivement. Nous ne passons pas non plus à côté de la possibilité de croissance externe et donc de la possibilité d'accueillir un fonds au niveau du capital. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème avec ça. Pour réagir par rapport à ce que vous avez dit, un point qui est important, en tout cas pour nous,
c'est qu'on ne peut pas accueillir en tant qu'entreprise familiale n'importe quel type de fonds d'investissement. En tout cas, ce que je crois qui est important, c'est qu'un fonds qui arrive, je suis désolé, je vais être un petit peu brut de coffre, mais qui fait ses 5 ans et puis qui prend sa plus-value, ça ne marche pas dans une boîte familiale. En tout cas, pour moi, ce n'est pas possible. Et au contraire, ça veut dire que c'est des fonds très spécifiques qui s'inscrivent dans le temps long. Parce qu'une famille, ça s'inscrit. En tout cas, une entreprise familiale s'inscrit souvent dans le temps long. Et donc, nous, c'est ce qu'on a recherché. C'était une des qualités particulières que l'on recherchait, c'est de dire c'est des gens qui voient 7 ans minimum, 10 ans, voire plus. Parce qu'on a une histoire longue qui peut être sur plusieurs générations. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui nous accompagnent dans cette vision long terme. Entendu le message, Arnaud, c'est au moins 10 ans. Hein. Le message est clair. Mais, on va peut-être aborder la conclusion, finalement, parce que Nicole, qui est, on y est quasiment, mais finalement, si on peut vous poser une dernière question, je pense que ce serait de savoir quel conseil vous donneriez chacun à un dirigeant d'entreprise qui envisagerait de transmettre les commandes à un membre de sa famille. En résumé, qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne et quels sont les grands écueils et quels sont les grands conseils. Vous l'avez déjà un petit peu abordé en donnant les avantages et les inconvénients. Alors peut-être que je te repasse la parole, Jérôme, rapidement. Très vite. Pour moi, comme je suis papa de 2 filles, je me pose déjà la question. Et on en parle avec ma femme, qui est extrêmement vigilante sur le fait que je ne manipule pas psychologiquement mes enfants pour les orienter vers la reprise de l'entreprise. Et j'y arrive pas, évidemment. Ce que je me dis, c'est, ça a été dit et c'était très important, on doit pas avoir, je pense qu'il faut avoir une position neutre. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'espoir d'une reprise d'entreprise. Je pense que quand on est parent, par ses enfants, c'est une fierté, évidemment, et c'est une joie, je pense. Mais on ne doit pas dire « Ah non, il ne faut surtout pas qu'ils reprennent ». Enfin, c'est vraiment un avis très personnel, parce que c'est vraiment une question très personnelle. Non, je ne veux pas qu'ils reprennent, ou il faut absolument qu'ils reprennent. Moi, ce que j'ai vécu, c'est avant tout, on nous a transmis des valeurs, et ce qu'on nous a montré, plus que transmis, c'est un amour pour un métier, une joie pour aller au travail. Et après, le cheminement dans notre tête fait le boulot. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de conseil particulier autre que celui de ne pas prédestiner. Et c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on doit, en même temps que les valeurs que l'on veut transmettre, on va transmettre une entreprise. Finalement, quelque part à l'arrivée, je pense que c'est vos enfants qui vous disent j'ai envie d'y travailler, plus que vous qui voulez les pousser. En tout cas aujourd'hui, peut-être qu'au 19e siècle c'était différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que c'est ce point-là. Et après, s'il y a une volonté, évidemment, il faut qu'il y ait une compétence, parce que ce n'est pas suffisant. Je partage complètement. Moi-même, j'ai 5 enfants, dont mon aîné est majeur. Et ça commence à nous, on vient de finir la prise, mais je me projette déjà un peu. Nous, avec mon frère, on a baigné dedans. On sortait de l'école, on allait à l'entreprise. Moi, je voyais mon grand-père, lui, plus notre grand-mère. Et nos enfants, on n'habite plus sur le lieu d'entreprise, donc ils sont beaucoup moins baignés, même s'ils ont beaucoup. Donc c'est un sujet de fond. Je dirais, c'est comment on les intéresse à l'entreprise et après, tout en leur laissant leur liberté, parce que. Et j'ai envie de dire, ce qu'on se dit, mais quelles études ils doivent faire, machin, peu importe. De toute façon, si un jour ils veulent venir en entreprise, c'est pas les études qui comptent, c'est les valeurs qu'ils auront, c'est ce qu'ils veulent en faire. Moi, je dirais en conseil, faites en sorte qu'il y ait le plus d'entreprises familiales. Ça me paraît un levier fondamental pour notre tissu économique, parce qu'on se projette à très long terme. Vous voyez, moi, j'ai 42 ans, on vient de reprendre, on est déjà en train de se dire, mais la suite, alors il faut déjà qu'on fasse les 20 ans qui viennent, mais voilà, quelle suite? Qu'est-ce qu'on veut transmettre au monde, à notre monde? Donc, il y a vraiment ce côté, moi je trouve qu'il faut tout faire. Si ceux qui reprennent en ont les compétences, évidemment, et en ont l'envie et la partie financière, de toute façon, je disais, nous on l'a fait d'une manière, chacun le fait à sa manière, mais il faut qu'elle se fasse, parce que sinon on ne peut pas prendre, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est où est-ce qu'on emmène les choses, comment on crée les emplois, comment on aide nos collaborateurs à se développer, à s'épanouir. Notre enjeu familial, il est là.
Et après, un autre conseil, il faut travailler avec des gens en confiance. Moi, une petite anecdote, j'étais assez frustré avec notre conseiller fiscaliste parce qu'il n'était pas capable de me donner le cheminement de tout le processus de transmission. Puis on en a signé des papiers, on n'arrêtait pas, on ne savait plus qui était actionnaire d'où. Enfin, voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que notre processus de transmission a très exactement commencé le 20 novembre l'année dernière. C'est la première étape, je dirais, de la partie juridique et tout ça. Et il se trouve que c'est une date très importante dans notre famille parce que c'est la date du décès de notre grand-père. Donc c'est une date qui marque beaucoup l'entreprise. Mais voilà, c'est travailler en confiance. Et les choses se font. Et à un moment, nous, on avait un peu une frustration parce que ça avançait pas. Papa n'était pas encore complètement prêt. Et il y a un moment, il faut un délai. Il y a un moment, les choses se sont enclenchées. Et là, les choses vont très, très vite. En fait, la maturation est longue, je pense. Et quand on rentre dans l'opérationnel, vraiment, quand les choses sont prêtes, ça s'enchaîne très, très vite. Nous, ça s'est fait en 3 mois. On a fait un pool bancaire en septembre. Mi-décembre, tout était terminé. Donc voilà, il y a le temps de la maturation, il faut que ça infuse, il faut que tout le monde soit prêt, et quand on est prêt, on y va. Et là, on y va vite. Merci. Les conseils, c'est pas simple à donner. Je vais dire que le premier conseil que je puisse donner, c'est à mon sens, si on transmet à ses enfants, de ne pas transmettre très tôt. J'ai toujours pour habitude de dire que si à 20 ans, vous m'aviez donné quelques millions d'euros, j'aurais commencé par acheter une Ferrari et aller draguer toutes les nanettes du coin. Donc, bon, ce n'a pas été le meilleur placement que les parents auraient pu faire. Donc, il faut une certaine maturité, à mon sens, déjà, pour recevoir une responsabilité. Comme je l'ai entendu tout à l'heure, nous-mêmes, nous ne sommes pas à 20 000 personnes, il y en a à peu près une centaine, enfin un peu plus, parce qu'il y a des gens qui sont en temps partiel dans la distribution. Mais il est vrai qu'il faut, à mon sens, avoir un respect de toutes les personnes. C'est déjà la base. Je veux dire, le résultat d'entreprise, quand on est dans une multinationale, on fixe un budget, on fixe un résultat, on fixe des gestions par écart. Ça, c'est ce qu'on apprend à faire dans une multinationale. Dans une société plus petite, et peut-être même dans d'autres sociétés familiales, le résultat est la conséquence, même si on gère ses budgets, même si on a un tableau de bord, mais c'est la conséquence d'une bonne gestion, d'une gestion sereine et d'une gestion respectueuse des différentes personnes qui sont autour. Ça me paraît déjà fondamental. L'autre chose que l'on peut dire, c'est que, j'allais dire que même si ce n'était pas agi de mes enfants, imaginons que dans les chefs de service, il y a un certain nombre qui se soient déclarés comme étant repreneurs potentiels. Les personnes oublient souvent qu'un pacte du trail, ça peut se faire également en dehors de la famille. Et c'est quelque chose qu'on ne dit jamais. Et je suis assez étonné, même des conseils que l'on peut avoir, même des avocats et même des banquiers, que l'on ne dise pas qu'un pacte de Dutrel peut se passer en dehors de la famille. Et en fait, si vous calculez bien, je ne vais pas vous faire le calcul, mais je le connais par cœur, mais si vous calculez bien, vous verrez que l'écart de fiscalité est très très petit par rapport à un membre de la famille. Et ça, on oublie de le dire. En d'autres termes, et là je rejoins ce que disait Léonard tout à l'heure, moi je suis aussi un peu étonné du fait que notre culture d'entreprise familiale parte à volo. On voit énormément de sociétés familiales qui, quand elles arrivent à 10, 20, 30, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, se revendent à des groupes multinationaux ou pas. Tout ça pour quel objectif? S'il s'agit d'être les plus riches du cimetière, je ne vois pas l'intérêt. Donc, comment fait-on? Toute la logique de transmission d'une entreprise ne veut pas dire transmettre une entreprise pour se faire du fric d'une manière ou d'une autre. Vous allez le placer aujourd'hui à 0,75 ou peut-être à 0,25 si tout va bien. On va avoir un gros bas de laine, et alors? Je vais dire que la satisfaction, en tous les cas la mienne, ça a été de me mettre hors course de la gestion au jour le jour. Et ça, c'est pas facile, parce que quand on est habitué à gérer tous les jours, bon, c'est pas simple de se mettre en dehors, mais à mon sens, il faut le faire. Et le dernier point que j'allais ajouter, c'est qu'il faut effectivement beaucoup de bienveillance, chercher à faire en sorte de tout faciliter. Et quand on a un certain âge, on doit penser à cela et le faire de manière heureuse, quoi. Très bien, mais merci beaucoup encore une fois à tous les trois d'avoir partagé effectivement tout. Oui, juste pour conclure, merci d'avoir partagé avec nous effectivement cette expérience. Merci de votre franchise. Merci d'avoir dit beaucoup de choses finalement qu'on entend assez rarement. Merci de votre recul aussi sur les choses. On voit bien qu'effectivement vous avez l'entreprise familiale
s'accompagne de beaucoup de réflexions parce que vous devez effectivement satisfaire pas mal de parties prenantes et c'est presque plus compliqué qu'une entreprise, on va dire, un petit peu standard. Il faut satisfaire effectivement beaucoup de demandes. Et puis merci votre optimisme aussi, hein, votre vision, votre regard très, très positif. Donc je crois que tout le monde, avant les questions, peut vous applaudir. Hein. Merci. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a une ou deux questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il y a une main qui se lève? Oui, madame. Alors, une consigne, vous vous levez, c'est pour la prise d'image, et vous dites votre nom et prénom et votre fonction, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Julia Descotes, je suis directrice juridique chez Agro Mousquetaire. J'avais une question notamment pour Monsieur Bourget dans le cadre de la transmission, parce que ce que je comprends, c'est que pendant du moins une certaine période, vous vous étiez retrouvé en situation de minoritaire. Et comment avez-vous préparé, anticipé ce passage pour ne pas avoir finalement d'obstacle à la transmission d'entreprise au profit de votre famille? Ok, la réponse est très simple. En fait, j'ai toujours été au départ minoritaire jusqu'en 2008 et pour cause, hein, à titre personnel. Bon. Ensuite, j'avais la chance d'avoir des enfants qui étaient des financiers, donc ça aide, hein, évidemment, à monter un certain nombre de dossiers. Je reviens à ce que disait Léonard tout à l'heure. Il se trouve que mes deux enfants ont aussi, connaissent bien la finance, donc ils savent négocier, ils savent travailler sur un plan financier. Et enfin, la manière dont ça s'est passé, c'est que nous avions choisi, j'allais dire, cette société, ce fonds qui a été un relais pour nous, pour détenir le capital à 100%. Nous avions choisi ce fonds en fonction de cela, tout en sachant que ce fonds pouvait nous aider, d'une part, à monter à la majorité et ensuite accepter avec un pacte d'actionnaires clairement écrit, acceptait que l'on reprenne les 100% du capital ensuite. Donc tout ça s'est passé avec l'accord du fonds entre 2008 et 2011. Si certains, j'ose pas dire le nom du fonds devant tout le monde parce que voilà, mais si certains souhaitent avoir son nom, je peux le donner à titre privé.